Bonsoir à tous les invités de ce numéro de C'est le foot. Eddy Couriol, directeur du CREPS Antilles-Guyane, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de vous, il y a le président du Stade Lamantinois, il est également présent. Bonsoir, Michael Mirabli. Bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Florent Charin, l'ex-président de la Sierra, entendez par là la commission régionale d'arbitrage, est avec nous. Bonsoir Florent, n'est-ce pas? Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis que vous soyez en plateau avec nous, en tout cas. Moi aussi, très content de retrouver le plateau et de discuter avec les Guadeloupéens. Ouais. Voilà. Les auditeurs. C'est parfait. Enfin, les téléspectateurs. Oui. Merci. En visio, Gaël de Caraïbes Sport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Richard, bonsoir à tout le monde. J'entends très loin Gaël. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup Gaël. Et puis Steve n'a pas voulu être en présentiel, et oui, ce sont des choses qui arrivent. Il est du côté de Bordeaux. Alors, ça va Steve? Oui, très bien, merci. Oui, que je ne vois pas. Alors comment ça se passe là-bas Steve? Très bien, il fait très beau. Oui. On n'a pas de contraintes spéciales, mais voilà, donc profiter pour aller voir la famille, voir le fiston, et voilà, donc ça se passe pas trop mal. Et puis on est attentif à ce qui se passe en Guadeloupe par rapport à la situation, bien sûr, et puis on note et on observe aussi l'évolution en métropole. Donc voilà, donc je serai de retour le 22. Voilà, donc je compte profiter le plus possible de la famille. Donc voilà. Parfait, Steve. Eh bien, la thématique que l'on va aborder ce soir, comme vous le savez, le sport est en arrêt. Alors, doit-on penser à une reprise éventuelle? Et sur quel schéma? Le point de presse aujourd'hui par le préfet de la Guadeloupe et de la directive de l'ARS laisse entrevoir, je dirais, quelques lueurs d'espoir au regard de la situation sanitaire qui s'améliore. Eddy Couriol, eh bien, vous avez suivi, peut-être pas dans son intégralité, mais vous avez suivi cette conférence de presse. Quelle est votre analyse par rapport à ce que vous avez pu entendre? Tout à fait. L'analyse qu'on peut avoir donc à l'écoute des institutions, c'est que d'une part, la situation s'améliore. Oui. Donc ça veut dire quelque part que le sport, entre guillemets, puisqu'on est là pour ça, va peut-être reprendre. Alors bien entendu avec des conditions. Mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir que la situation sanitaire de la Guadeloupe est en amélioration. Oui, ça c'est vrai. Michael, pareil, même question. Oui, de toute façon, moi j'ai une entière confiance en les Guadeloupéens et leur capacité de pouvoir résister à ces périodes difficiles. Je crois à notre résilience et nous avons cette force en nous qui nous permettra de nous relever de cette période délicate, vraiment délicate en tout cas, pour le milieu sportif et pour la population de façon générale. Florent? Écoutez, comme tout le monde, je pense que le sport en tout cas va sortir grandi de cette épidémie en tous les cas, parce que depuis, on va se dire même, depuis pratiquement presque 2 saisons aujourd'hui, si je parle de football en particulier, c'est un peu un football un peu en mode dégradé. L'idée, c'est qu'on puisse quand même retrouver les Guadeloupéens, déjà font l'effort, fassent l'effort en tout cas qu'il faut pour pouvoir pour qu'on s'en sorte de cette situation et puis que le sport puisse retrouver son pleine activité. Oui. C'est vrai, et bien c'est une confiance qui nous habite tous. Gaël notamment, passionné d'ailleurs de sport, singulièrement le football. Après une telle déclaration, on ne peut qu'être, je dirais, disons, pas satisfait puisqu'on ne connaît pas encore la teneur de cette affaire, mais on peut simplement dire, mais voilà, que les choses sont en bonne voie. Oui, tout à fait. Tout à fait à ce niveau, surtout connaissant les bienfaits du sport oui. Et l'impact que ça a en ce moment sur le mental. Tout le monde a besoin de faire un peu de sport. Le sport renforce le système immunitaire. Je pense que les jeunes et moins jeunes, ils ont besoin de retrouver cette vitalité de manière locale parce qu'on voit très bien dans l'Hexagone l'émulation qu'il y a autour du sport en ce moment où les stades sont remplis. Que les gens ils ont une poussée au point de vue moral. Donc on espère revoir cet engouement aussi chez nous.
Et Steve, alors c'est vrai, vous me le disiez hors antenne, que vous avez suivi un petit peu cette conférence. Qu'est-ce que vous avez pu retenir d'essentiel là-dedans? Alors, Richard, j'ai pas eu malheureusement le temps de suivre. Voilà, donc je vais être surtout attentif à ce que vous allez dire par rapport à la réunion. Alors, j'ai compris qu'il y a une baisse au niveau de l'ARS, mais qui a été fait, un diagnostic a été fait, qu'il y a une baisse. Donc, bien sûr, on reste attentif et on attend le plus rapidement la reprise des compétitions, même si le plus important, c'est peut-être pas ça dans la situation qu'on était actuellement. C'était la santé de tout le monde. Donc, on va dire que on reste très attentif et on espère réellement pour l'équilibre de chacun que le football et les autres sports vont pouvoir reprendre pour donner un petit peu d'élan et de dynamique aussi dans la vie de tous les jours, quoi, parce que je pense que là, les week-ends sont très vides pour tout à chacun, pour l'équilibre de chacun. Donc, c'est vrai que, voilà, on est impatient. Et puis, il y a l'économie surtout aussi. En parallèle du sport, il y a une économie qui doit On va aborder le sens. sujet tout à l'heure, Steve. On va aborder le sujet tout à l'heure. Voilà plusieurs mois que le Crêpes est en arrêt. Plus d'activités sportives. Qu'est-ce que ça a créé dans la structure comme complication? Bien sûr, effectivement, c'est un établissement qui recevait plusieurs publics. Bon, des sportifs, c'est vrai, des scolaires et une majorité de la population aussi qui venait pratiquer l'activité. Donc depuis quelques mois, nous sommes dans Berne, bien entendu, on reçoit personne, les installations sont vides, mais il faut comprendre que l'établissement est un établissement, comme on l'a dit tout à l'heure, où normalement il doit régner la santé. Et donc c'est vrai qu'il faut prendre des précautions de façon à ce que lorsqu'on rentre dans cet établissement, qu'on puisse avoir donc la garantie qu'on n'attrape pas justement la maladie lorsqu'on y est à l'intérieur. C'est vrai, on ne pourra pas échapper avec des gens qui vont y rentrer, mais il faut qu'on soit vigilant pour qu'on puisse garantir un halo de sécurité dans l'établissement. De l'intérieur, comment ça se passe, puisque s'il y a des jeunes quand même qui sont là en permanence? Pas en ce moment, ce moment. C'est vrai que depuis les vacances, puisque après les vacances, il devait y avoir une première rentrée qui ne s'est pas faite, puisqu'on est assujetti aussi à recevoir donc beaucoup les établissements scolaires. Donc on n'a pas d'enfants actuellement dans l'établissement, il y a juste le personnel et je dirais le personnel administratif et technique. Alors, évidemment, ces jeunes, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent justement dans les différents pôles, est-ce que vous leur avez recommandé quelque chose? Est-ce que vous leur avez demandé de faire un certain nombre de pratiques à titre individuel, par exemple? Alors, non, pas maintenant, mais c'est vrai que dans la première vague et le premier confinement, il y a eu une prise en charge, effectivement, des responsables de structures pour leur proposer à distance donc un certain nombre d'exercices et de mise en condition. Là, ça n'a pas été le cas puisqu'on s'attendait malheureusement à ce que les enfants rentrent normalement, même si on savait qu'il y avait, la perspective d'une troisième vague, mais on pensait quand même qu'on allait pouvoir rentrer normalement. Ça ne se fait pas. Donc à l'heure actuelle, on est sur des problématiques, comment essayer donc de récupérer un petit peu ces jeunes qui sont encore chez eux et qui ont besoin de pratiquer. C'est un besoin, notamment plus pour eux, parce que ce sont des jeunes et que rester oisifs à la maison, enfermés, ça peut commencer à poser quelques problèmes. Oui, mais c'est vrai. Et puis, quand on voit, c'est vrai, vous aviez un calendrier qui était en place. Il fallait faire un certain nombre de choses. Donc, tout est en arrêt et qu'il va falloir recommencer, repartir quasiment à zéro. Bien entendu, mais je crois puisqu'il y a beaucoup de retard par rapport à tout ce qui était prévu. Tout à fait. Il y a du retard. En plus, on peut dire que la Guadeloupe prend du retard, puisque en métropole, il y a déjà beaucoup d'établissements, d'autres crêpes qui ont repris, avec des élèves qui ont commencé à pratiquer. Les championnats de France, pour certaines disciplines, vont se faire. Malheureusement, les nôtres, on va avoir effectivement un certain nombre de difficultés à pouvoir
aller dans ces compétitions. Quel que soit le niveau de ces jeunes, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont, disons, à la limite, peut-être que 12 ans qui viennent, non? Pas forcément. Il y a des jeunes quand même qui viennent au CREPS. Qui auraient pu venir. Oui. Mais pour l'instant, comme je vous dis, non, pour l'instant, il n'y a aucune activité sportive dans l'établissement. D'accord. Donc, on est en attente. On est en attente. Alors, Michael, c'est vrai que on va parler tout à l'heure du Stade Lamantinois, mais on sait qu'il y a beaucoup de jeunes du Stade Lamantinois, justement, qui passent par le CREPS Antilles-Guyane. Et ça vous arrive parfois de discuter avec certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, la situation actuelle elle est compliquée pour tout un chacun. La chance qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est que le monde sportif guadeloupéen a pu exercer sur la saison 2020-2021. Donc pendant près d'une année, on a pu quand même continuer à faire nos sports favoris, alors qu'en métropole, ils étaient justement confinés. Là, les choses ont changé, c'est la Guadeloupe qui est en difficulté alors que la France a repris. Mais bon, moi je suis de nature optimiste et je n'ai pas d'inquiétude par rapport à cela. Comme l'a dit M. Couriol, le retard, on va le rattraper parce qu'on a, je pense que tout un chacun à notre niveau, on fait en sorte que nos garçons restent en éveil et en activité, de façon individuelle bien sûr. Après, moi je ne suis pas spécialement inquiet dans la mesure où on a quand même pu faire pendant une année nos activités. Le retard, s'il est vrai par rapport à la métropole, existera, mais je pense qu'on peut rattraper les choses et que le Guadeloupéen sera présent parce que même si le Stade Lamantinois, il y a le foot, mais il y a l'athlétisme, il y a d'autres secteurs au niveau du Stade Lamantinois et on a su montrer jusqu'à maintenant qu'on est en capacité d'aller en France et d'être champion de France. Donc je pense qu'on a cette résilience, cette capacité de se remettre en marche lorsqu'on est en difficulté et je ne suis pas inquiet, pas plus que ça. Alors Gaël ou Steve, est-ce que vous voulez intervenir par rapport déjà au CREPS, à la situation du CREPS? Je pense que le CREPS suit le concept d'un établissement scolaire, mais aussi qui représente l'élite de notre sport. Et la problématique qui est la même un peu partout, c'est la problématique du pass sanitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se posent des questions pour surtout les enfants de plus de 12 ans, entre 12 et 15. Quels sont les choix qui s'ouvrent à eux, en sachant qu'ils veulent appliquer, pas qu'ils veulent, mais la loi reste la loi. Donc, c'est comment le CREPS gère cette problématique. Alors, Florent Charin, c'est vrai que je ne dirais pas que vous n'êtes plus dans le milieu sportif, mais vous suivez un petit peu ce qui se passe, véritablement. Par rapport à la situation extrêmement compliquée, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Écoutez, je crois que je crois ce que Michael qui a dit, les Guadeloupéens savent être résilients. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, on garde espoir. On voit que la situation s'améliore et que cette situation, si elle continue de s'améliorer, probablement les activités sportives reprendront. Après, il va falloir qu'on puisse s'adapter. C'est vrai qu'il y a ce pass sanitaire qui posera un vrai problème, puisque on sait que globalement les Guadeloupéens ne sont pas très favorables à la vaccination. Et en dehors de la vaccination, les tests sont pénibles quand même. Et donc on peut quand même s'interroger sur la dynamique qu'il y aura autour du sport. Ceux qui reprendront sont vraiment pour les compétitions seront vraiment ceux qui se sentent les plus impliqués. Après, il restera comment convaincre les autres. Donc, il faudra compter sur une base, à mon avis. Si, vous savez, c'est l'effet d'entraînement. Si le sport reprend naturellement et puis au fil, ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ont un pass
arrive à faire un effet d'entraînement, le sport reprendra tout naturellement. Je crois que le propre de l'homme, c'est de savoir s'adapter. De savoir s'adapter, on est dans une bonne dynamique, ça il faut quand même le dire, au regard de ce que nous avons entendu aujourd'hui, venant d'ailleurs du préfet et de la représentante de l'ARS. Alors, Eddy Couyol, j'imagine que vous pensez déjà à la reprise. Et comment ça va se passer chez vous, dans le concret, si normalement il devait avoir cette reprise? Alors, bien entendu, on est un établissement public. Oui. Alors ça veut dire effectivement qu'on sera soumis au pass sanitaire et qu'on soumettra donc l'entrée dans l'établissement avec le pass sanitaire. Alors, bien entendu, il y en a qui seront vaccinés, il y en a qui ne le seront pas, mais qui auront peut-être eu le test négatif, donc ils pourront participer. Néanmoins, on pense qu'une grande majorité de fédérations, et là je reprendrai un peu la casquette des pôles, Oui. ont compris l'utilité de pass sanitaire pour garantir la santé et la sécurité de leurs pratiquants. Donc je sais qu'au niveau du football en particulier, ils ont prévu que tous les enfants des pôles football devront avoir le pass sanitaire. Oui. Et donc ne seront admis, entre guillemets, pendant un certain temps que ces enfants-là qui auront le pass sanitaire pour participer soit aux entraînements, soit aux compétitions. Et dans plusieurs disciplines d'ailleurs, il y a eu cette action, ou en tout cas cette volonté de garantir la santé et la sécurité. Je parle de l'haltérophilie, je parle du cyclisme, Oui. je parle du rugby. Et donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un certain nombre de gamins qui reprennent, je dirais, presque normalement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'activité. Oui, tout en sachant que ça va peut-être poser un petit problème. Alors, il y aura un allègement, une sorte d'allègement, puisqu'en fait, à terme, il faudrait que tout le monde soit vacciné dans cette affaire. Enfin, vacciné, il faudrait que tout le monde ait ce pass sanitaire. Oui, donc, pour le moment, ce sera plus ou moins, disons, ce qui se passe actuellement, c'est simplement, c'est un allègement, c'est le mot, de la situation. On pense que de toute façon, à terme, on aura ce qu'on appelle, je crois que tout le monde, l'immunité collective. Oui. Donc, on pense qu'à terme, ça sera peut-être derrière nous, on espère. Mais je pense que de toute façon, on est quand même obligé de passer par cette étape. Oui. Cette étape qui veuille que dans une enceinte, même de plein air, qu'on puisse garantir que les gens qui participent et qui sont là soient, entre guillemets, sains. Voilà, donc je pense que lorsqu'il y a eu les JO de Tokyo, les gens qui étaient positifs, ils n'ont pas participé. Oui. Et pourtant, il y a eu des milliers d'athlètes qui ont participé à ces Jeux. Voilà. Alors, du côté du Stade Lamantinois, c'est vrai que c'est l'arrêt total, on le sait. Il y a des discussions. Vous, en tant que président, Michael Meabli, est-ce que ça vous arrive justement de vous entretenir avec les joueurs? Est-ce que vous discutez un petit peu avec eux concernant cette affaire de pass sanitaire? Oui, de toute façon, en tant que président, il faut qu'on s'inquiète de la situation de tout un chacun. Après, comme l'a dit M. Charin, je crois qu'il faut commencer. Pour les enfants de moins de 12 ans, il n'y a pas de nécessité de pass sanitaire. Donc je pense qu'il faudra commencer par les écoles de foot pour justement remobiliser le monde du sport. Après, ceux qui sont déjà vaccinés ou ceux qui peuvent fournir le test négatif ou ceux qui ont eu le Covid et attestés comme quoi qu'ils sont sortants du Covid pourront reprendre les activités. L'idée, c'est de pouvoir lancer les choses pour permettre à tout un chacun derrière de pouvoir se reconnaître et de pouvoir reprendre leur activité favorite. Car comme l'a dit le directeur du CREPS, l'idée, c'est de pouvoir pratiquer son sport tout en étant protégé et en protégeant l'autre. Et ça, je pense que c'est le discours qu'il faut avoir pour se dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, que ce soit le football, le handball, le basket ou le cyclisme, il faut qu'on puisse être sûr que celui qui est en face de nous, celui qui est notre adversaire, n'a pas le Covid. Il faut dire les choses, hein. On est une population à risque.
entre les diabétiques, entre le cholestérol et autres, et que le Covid fait des dégâts considérables sur notre population. Donc en tant que président, il est clair que nous sommes dans cette démarche, de pouvoir permettre aux plus petits de reprendre, d'être dans une phase de discussion avec l'encadrement pour pouvoir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre à tout un chacun de reprendre. Et je pense que le monde du football ou le monde sportif, lorsqu'il va redémarrer, il y aura un effet d'entraînement, parce que je pense que tout un chacun, lorsqu'on regarde les matchs en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs, et de voir les stades pleins, ça donne envie à tout un chacun. Donc nous aussi, on doit pouvoir reprendre nos activités, reprendre le sport du dimanche, le sport en semaine, et retrouver la joie de vivre. Car comme l'a dit Gaël, le sport, c'est quand même un vecteur de joie et de bonheur dans une période qui est extrêmement délicate. Compliqué. Ça, c'est vrai. Et justement, tout en discutant avec les joueurs, est-ce qu'il y a eu beaucoup de contaminés parmi eux? Non, alors la chance qu'on a eue quand même, c'est que le monde du football a été, en tout cas de façon collective, très peu pas touché. Après, il faut pas, parce qu'on n'a pas été touché, ne pas s'inquiéter de leur situation. Le souci qui se pose ici, l'a dit M. Charest, c'est le fait de devoir se vacciner pour pouvoir faire son sport. Parce que je rappelle que le football a fonctionné sous la saison 2020-2021 en mettant en place un protocole très strict qui a été respecté et qui a permis au football de pouvoir continuer à fonctionner. Entre-temps, la situation s'est dégradée, donc le gouvernement a mis en place le pass sanitaire, la Fédération française a indiqué qu'il faut le pass sanitaire, donc nous, on est obligé de s'adapter par rapport à cette nouvelle donne, mais la Guadeloupe, au départ, elle continuait ses activités sportives sans pass sanitaire. Donc on sera obligé de s'adapter au pass sanitaire et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse reprendre. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que Michael Mirabi, c'est vrai, c'est le président du Stade Lamantinois, mais il fait partie quand même de la Ligue. Oui, je suis membre du comité, du conseil de Ligue. Voilà. Et je crois savoir, puisque j'avais reçu justement le président de la Ligue guadeloupéenne de football en visio, justement, et lui, il nous avait dit que les 3 présidents, c'est-à-dire les 3 départements français d'outre-mer, Martinique, Guyane, Guadeloupe, justement, eh bien, qu'il faisait un travail qu'il préparait un protocole pour justement le transmettre à la fédération. Alors, qu'est-ce que ça a donné? En tout cas, la démarche a été faite en ce sens. Je sais qu'ils étaient en discussion avec la Fédération française par rapport à ça, justement pour revenir sur la saison dernière, où on a pu démontrer qu'avec un protocole strict, on pouvait continuer notre activité. Le souci qui se pose, et je pense qu'on est là-dessus, c'est que la Fédération française aura peut-être du mal à faire une exception pour les territoires d'outre-mer par rapport à la France en général. Donc, c'est une phase de négociation qui est longue, qui est périlleuse. Après, à charge pour nous de démontrer qu'on a cette capacité à pouvoir mettre les choses en place. Surtout que la préfecture avait quand même validé le premier protocole qu'on avait mis en place et qui nous avait permis de continuer nos activités. Et donc, on doit pouvoir le faire, mais j'ai pas encore. Et c'est sur quel angle qu'il voulait justement mettre en place ce protocole? Eh bien justement, par rapport au protocole qui était en place l'an dernier, et justement d'ajouter un peu comment dirais-je, la notion de test, l'autotest. Oui. Le problème qui se pose au niveau de l'autotest, il faut dire les choses clairement, c'est le financement. Oui, bien sûr. Il y a une double démarche. Il y a la démarche vis-à-vis de la Fédération française et vis-à-vis aussi des collectivités majeures. Car je le rappelle, le monde associatif permet quand même à notre jeunesse d'être en activité. Et une jeunesse en activité, ce n'est pas une jeunesse qui est livrée à elle-même. Donc tout un chacun doit se sentir impliqué. On revient d'ici quelques instants pour continuer justement cette émission. Pour l'heure, nous marquons une pause coulée dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités et puis ceux qui sont évidemment en visio. Alors, Michael Mirabli, justement, on parlait de quelque chose de très intéressant. On parlait de la reprise, on parlait d'ailleurs du pass sanitaire qui certainement sera obligatoire. On a parlé aussi d'optimisme. En ce qui concerne le Stade Lamantinois, quand on parle de reprise, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent d'une manière générale?
Non, mais les jeunes ont envie de reprendre leur activité favorite. Oui. Le souci, comme on l'a dit, c'est que le pass devient obligatoire à partir de 12 ans. Et là, c'est une volonté familiale qui existe. Donc, le club, de toute façon, va reprendre ses activités dès que la période de confinement va s'arrêter. Et nous, on va reprendre déjà avec les enfants qui sont en capacité de pouvoir reprendre, faire le point avec les éducateurs qui ont le pass sanitaire, et aussi continuer à mettre en place les projets comme si nous allions sortir de cette période délicate. On travaille sur des projets de déplacement pour la Toussaint. Donc je vais dire, le Stade Lamontinois reste actif. Et pour parler autre que le foot, hier soir j'étais en réunion avec la section athlétisme. On doit se projeter sur les championnats de France qui vont avoir lieu en février. Donc on continue à travailler pour faire en sorte que l'association puisse continuer à reprendre et pour donner espoir en tout cas à nos adhérents. Réaction de Gaël. Gaël? Oui. Oui, donc j'étais en train de dire que j'écoutais un peu tout ce qui se disait sur le plateau et si j'arrive à faire à penser à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, même ces dernières années, on se retrouve dans un monde d'incohérence où limite l'incohérence commence à avoir une certaine réalité. On parle du pass sanitaire, on parle de protection, mais quand on réfléchit vraiment, vacciné, on peut toujours transmettre le virus, et quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui fait un test pourra se sentir en danger en face d'une personne qui est vaccinée. En termes d'incohérence encore, on a suivi un protocole assez strict l'an dernier, et il n'y a aucun match, à ce que je sache, qui ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un cluster dans un club. Ensuite, on continue dans cette manque de logique. Aller expliquer à ces jeunes qui peuvent faire des souhaits sans protocole strict, sans créer de cluster, que maintenant on doit appliquer un pass sanitaire sur le principe de protection ou d'immunité collective, si on veut utiliser ce mot, même si dans certains médias ou certains spécialistes disent que on peut vraiment un peu oublier cette immunité collective. Et c'est toute cette incohérence qui nous touche vraiment de manière psychologique sur un petit territoire, et qu'il faut pouvoir remettre les choses à plat sur le territoire dans lequel on est. Et je reviens encore une fois sur la possibilité de faire des souhaits. Les jeunes, ils n'ont pas besoin d'accès au stade. En Angleterre, pour avoir accès à un terrain, il faut le payer. Je vais à Blanchette. Gaël, oui, Gaël, justement, quand vous parlez justement d'incohérence, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous? L'incohérence, il y a des gens qui vont dire qu'en fait que tout le monde doit se faire tester, vacciné ou pas vacciné, et ça va jamais se passer. Ça, c'est quelque chose qui va pas se passer. On peut remettre en place ce protocole, puisqu'il a fonctionné, ce protocole. Un protocole qui fonctionne, à moins qu'il n'a pas fonctionné, on peut le remettre en place. Ça, c'est une incohérence pour moi. Un protocole qui a fonctionné, l'introduction d'un pass sanitaire qui remet en cause un protocole qui a été mis, comme le président du stade l'a mentionné. On a, statistiquement parlant, à moins que quelqu'un me prouve le contraire, combien de matchs qui a été annulé l'an dernier suite à ce protocole qui a été mis en place. Oui, mais sauf que là, Gaël, bon, la situation n'est pas la même. Oui, là, c'est pas pareil, puisque là, c'est une décision, ça il faut le dire, c'est une décision gouvernementale. Et est-ce qu'on peut aller à l'encontre du gouvernement? C'est ça la question. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir s'il faut mettre quelque chose sur un territoire spécifique, parce que cette décision gouvernementale, certes, est appliquée aujourd'hui, mais on se retrouve sur cette décision gouvernementale, des infirmières sont en train de brûler leur diplôme. Des jeunes qui jouent au foot amateur, pourquoi ils vont risquer d'aller à l'encontre de cette décision pour le foot amateur? C'est la question que nous devons nous poser. Comment le foot amateur va exister en sachant qu'il y a toujours
ce sujet est toujours incompris. Mais c'est vrai, c'est une véritable question. C'est vrai que ça fait l'objet d'un vrai débat, Florent. En tout cas, je partage totalement l'avis d'elle sur cette incohérence. Il y a quand même effectivement la question de savoir est-ce qu'un vacciné, face à un non-vacciné, le vacciné arrive sans test et celui qui arrive avec son test. Parce que le vacciné n'est pas immunisé. En fait, le vacciné, ça c'est clairement affiché, les vaccinés sont contaminants. Donc en fait, la logique voudrait qu'il y ait des tests pour tout le monde et que c'est le seul moyen de prouver qu'à l'instant T, la personne n'est pas contaminante. Oui. Donc c'est quand même... Mais là, ça c'est véritablement un domaine médical qui nous dépasse au sens large du mot. Ça c'est vrai, il faut quand même le dire, dit Couriol, dans la mesure où finalement on estime que dès l'instant où on est vacciné, bon, c'est qu'on est déjà... on peut parler de protection peut-être limitée, on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Ben, je pense que le débat, s'il y a un débat, c'est pas à notre niveau, effectivement. Ah oui, ça c'est... Nous ne sommes pas, c'est nous ne sommes pas des experts médicaux, oui. Mais je peux revenir effectivement sur la possibilité peut-être d'être tous testés systématiquement. Peut-être effectivement qu'il faut passer par là. Maintenant, on a parlé des tests en disant que c'était effectivement très pénible. Moi, je pense qu'il y a peut-être des tests à mettre en place, les tests salivaires, des choses qui peuvent être rapidement mis en place pour que, d'une part, tout le monde soit testé, comme ça ne posera plus de problème, mais au moins qu'on puisse savoir qu'on garantit l'activité, que les gens qui participent sont des porteurs, entre guillemets, sains. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le test, pour l'instant, eh bien, il faut dire qu'il est gratuit. Bon, ça, on peut déjà dire que c'est gratuit. C'est peut-être une occasion de peut-être profiter au grand maximum, et peut-être surtout lorsque ce sera la reprise, Michael, moi je pense. Oui, mais il est gratuit, oui, sauf que la reprise n'est pas programmée pour tout de suite. Voilà. Et je crois savoir qu'il est gratuit jusqu'au 15 octobre. Voilà. Donc, se posera toujours le même problème. Et on revient à la notion de coût. Parce que je crois qu'il avait été estimé, en tout cas par équipe, par test, par journée, à 300 €. Donc, vous imaginez pour un club amateur de pouvoir mettre ça en place, ce que cela représente. Donc, effectivement, c'est une problématique qui est entière, qui se pose actuellement et qui on va dire, qui casse la tête des présidents et de tout un chacun. Mais le monde du sport n'est pas à part de notre société. Et aujourd'hui, la société guadeloupéenne est en très grande difficulté avec cette crise sanitaire. Voilà. Oui, alors... Nous sommes un petit peu pris par le temps. Certes, c'est un sujet qui est passionnant, mais j'aimerais beaucoup que l'on parle justement de Januel Bellossian, qui se trouve actuellement avec l'équipe avec le Stade Rennais. D'accord. Alors, oui. Le produit d'ailleurs du Stade Lamantinois. Oui, Januel est le premier produit du partenariat entre le Stade Lamantinois et le Stade Rennais. Et donc, il est à Rennes depuis l'an dernier. Et il a tellement bien performé que maintenant il est en équipe de France U17, et c'est une grande fierté pour nous, pour les éducateurs de la Guadeloupe, pour les éducateurs du Stade Lamantinois et pour ce jeune homme qui aujourd'hui montre tout son potentiel. Alors qu'on voit justement le Stade Rennais, le voilà justement Januel Bellossian. Mais écoutez, je vous propose d'écouter d'ailleurs Cédric Vanoukia. Et Cédric Vanoukia, c'est lui qui est à l'origine du partenariat. Il est à l'origine du partenariat et il dit des choses très intéressantes concernant ce gamin. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir Richard, bonsoir à tous et à toutes. Concernant le petit Januel Bellossian qui est arrivé donc au Stade Rennais, du Stade Lamantinois et du pôle espoir de Guadeloupe, il est arrivé la saison dernière, encore une fois une période de Covid. Il a intégré les U17 ans nationaux, le groupe U17 Avenir. Une première saison plutôt intéressante où Januel fait partie de ces garçons qui donnent un sens à son projet. Voilà, lui, il est déjà programmé, c'est-à-dire que c'est consciencieux, c'est investi, c'est concerné, ça vient avec de vrais objectifs de progression à l'entraînement, contrairement à peut-être certains, mais en tout cas, il donne un vrai sens à son parcours et au fait qu'il soit rentré au centre de formation du Stade Rennais. Donc une première saison d'adaptation
dans le sens où, bien évidemment, il y avait encore à parfaire et à progresser, et il le fait encore aujourd'hui, sur des orientations, sur plutôt de la tactique, du cadrage, sur son poste, son rôle, et il l'a fait plutôt bien. Donc et après, progressivement, à force de bien s'entraîner et de donner un sens à ce qu'il fait, bien évidemment, il a progressé et il avance très très vite. Il a été appelé en équipe de France. Et la saison, Covid a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs de compétition, mais il a pu comment dire ça, aller s'entraîner avec le groupe du dessus. Et à l'arrivée sur cette deuxième saison, il a repris avec le groupe, avec la réserve. C'est l'un des plus jeunes de la réserve et il est pour l'instant titulaire sur les 3 premiers matchs qu'ils viennent de faire, titulaire pour un 2005, donc un U17 en réserve pro. C'est déjà une très bonne chose. Et puis il a confirmé son statut d'international en étant appelé régulièrement. Donc voilà, Januel suit une très très belle progression parce qu'il donne encore une fois, je le répète, du sens à son parcours, parce qu'il est investi, il est concerné, il est exemplaire. Il représente très très bien le stade lamantinois et le football guadeloupéen, ainsi que le pôle espoir de Guadeloupe. À lui de maintenir tout ça, tous les feux sont au vert. Après, bien évidemment, on n'est qu'au début. Il est qu'au début d'un long chemin. Après, il y aura pas mal de choses encore à réguler. Mais aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Et c'est surtout ça, sa détermination, sa concentration, son exigence au quotidien qui font que Januel passe des étapes à vitesse grand V. Voilà, en tout cas, on a hâte qu'il puisse continuer à avancer, de représenter très fièrement la Guadeloupe, son entourage, sa famille, le stade lamantinois et tout le football guadeloupéen, comme je disais, parce qu'à travers lui, c'est toute la Guadeloupe aussi qui est représentée, en attendant d'autres stadistes qui devraient venir nous rejoindre la saison prochaine, avec Lucas Rosier, qui est lui aussi au pôle espoir de Guadeloupe. Donc le football guadeloupéen a encore de belles pousses et de belles promesses à apporter à la métropole et au football professionnel. Voilà, en tout cas, très bonne soirée à vous et à très vite. En tout cas, merci beaucoup Cédric Vanoukia. C'est vrai, j'ai retenu un mot très important, le sérieux. Et je crois que c'est ce qui caractérise, je dirais, ce gamin qui, au départ, a toujours fonctionné comme ça, avec ce côté sérieux. Et c'est ce qu'il est en train d'exprimer actuellement du côté de Rennes. Non, mais vous savez, Janu, moi j'ai toujours eu ce discours-là de dire qu'il faut profiter du fait qu'il était en Guadeloupe pour pouvoir le voir évoluer. Il était au Creps, il était chez nous en club. Ça a toujours été un garçon à part. On sentait qu'il avait le potentiel pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais il faut se dire les choses, entre quitter son département et réussir dans un club comme le Stade Rennais, qui est quand même le 3e centre de formation de France, il y a un monde. Et là, il a mis du sien, il y a un accompagnement familial qui est très fort. Il a quand même son frère aîné qui est champion d'Europe du 110 mètres air. Donc je veux dire qu'il y a une culture familiale qui fait qu'il a aidé justement à atteindre le niveau qu'il a atteint. Et comme l'a dit Cédric, derrière Janu, il faut continuer à travailler. Il y a Lucas Rosier qui rentrera l'an prochain. Il y a des garçons qui étaient en immersion au mois de juillet et août. On a des projets au mois d'octobre. Donc je vais dire, comme je le disais tout à l'heure, il faut continuer à donner de l'espoir et pour permettre justement à notre football de continuer de grandir. C'est une fierté pour le Creps, en tout cas, Eddy Couyol. Oui, tout à fait. Il fait partie effectivement des fiertés du Creps, comme d'autres aussi qui sont déjà passés aussi, Thomas Lemar, etc. Donc je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on essaie de mettre en place effectivement au niveau de l'établissement une culture de l'excellence avec ces jeunes et pour l'instant avec les encadrants, je pense qu'ils nous le rendent bien. Florent Charin, c'est vrai que je le disais dans l'introduction, je suis content que vous soyez présent dans l'émission pour une raison très simple. Vous avez été à la tête de la CRA, la Commission régionale d'arbitrage, et cela pendant 12 ans. Oui. Alors aujourd'hui, vous n'y êtes plus, c'est-à-dire vous n'êtes plus président de la CRA. Alors j'ai envie de savoir, en tout cas nos amis téléspectateurs ont envie de savoir, est-ce que vous avez eu un certain dégoût ou alors vous avez été poussé vers la porte de la sortie? Alors, entre les deux, je dirais.
en fait, pas poussé vers la sortie du tout. Mais bon, c'est vrai qu'on dit que le pouvoir use. Et je pense que... Vous n'avez pas été remercié par la Ligue guadeloupéenne de football? Si, quand même, si. Si, ça a été l'objet de discussions quand même tardives, mais de discussions quand même avec le président, et qui m'a en tout cas fait part de son intention de mettre du sang neuf à la tête de la commission. Donc j'ai tout de suite adhéré. Je lui ai dit, bon, écoutez, moi je crois que j'ai beaucoup fait, je me suis beaucoup investi, mais bon, si tant est qu'il faut peut-être essayer de changer, pourquoi pas? Peut-être avec du sang neuf, ça va évoluer, puisqu'il faut l'avouer quelque part. L'arbitrage guadeloupéen a connu un déclin sur la décennie globalement, alors qui, à mon avis, il y a plusieurs causes, pas du tout à mon sens à la CRA en soi, qui n'est qu'une commission de la Ligue, mais c'est au management global de l'arbitrage. Et je crois que, bon, avec la fin de ma mandature, est arrivé un CTRA, qui était un de mes vœux les plus chers depuis de longues années. Oui. Parce que je crois qu'il faut voir que l'arbitrage, c'est un maillon très fort du football. Et que oui, comme dit Michael, essentiel, mais je vais dire juste un maillon très fort du football. Et que si on laisse l'arbitrage partir en déclin, peut-être que le football aussi en connaîtra la même chose. Je reprends ma question. Je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez été remercié par les... Mais à vous entendre, j'ai comme impression que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt le président qui vous a dit bon, merci par rapport à ce que vous avez réalisé, mais c'est tout. Je crois qu'en tout cas que le président n'a pas remis en cause ma compétence au sein de l'instance. Et je crois que même jusqu'à maintenant, sauf à me tromper, les membres du comité directeur, aucun membre du comité directeur n'a remis en cause ma compétence. Je crois qu'il y a eu... Il faut voir que j'ai quand même été l'émanation de la présidence de M. Roch. Depuis M. Roch, j'ai connu M. Séné, donc deuxième mandature M. Séné, et la mandature de M. Dartron. Donc ça fait 3 présidents différents. Je crois que une trentaine d'années en gros que vous étiez dans l'arbitrage. Dans l'arbitrage, c'est bien plus. C'est 40 ans. 41 ans de ma vie passée dans l'arbitrage sans arrêt. Je crois que c'est aussi, ça peut me faire voir la vie différemment, prendre un peu de recul. C'est vrai qu'être à fond dedans pendant aussi longues années... Quand on a passé autant d'années, justement, à la tête de cette institution, qu'est-ce qu'on a envie, justement, qu'est-ce qu'on a envie de l'arbitrage? Est-ce que... Je vous pose la question tout autrement. Comment voyez-vous l'avenir, justement, de l'arbitrage? Alors, j'ai vraiment une ambition et un regard. L'ambition, c'est que l'arbitrage guadeloupéen puisse évoluer et grandir. Maintenant, l'arbitrage au niveau localement offre peu de perspectives. Et c'est là tout le problème. Aujourd'hui, on est dans un contexte multisport avec beaucoup d'activités pour les jeunes et puis le monde numérique. Donc les jeunes sont occupés par ailleurs. On a aujourd'hui, l'arbitrage est confronté à un problème d'âge puisque nos jeunes qui arrivent connaissent au moment où ils sont en phase de se construire en tant qu'arbitre, ils partent. Et quand ils partent, malheureusement, n'arrivent pas à poursuivre leur activité en métropole. Et si tant est parfois que certains reviennent, ont déjà quitté l'arbitrage. Et le cheminement, donc, est difficile. Et puis, faire carrière en arbitrage, globalement, une carrière ambitieuse, ça veut dire qu'on accepte de quitter la Guadeloupe. Ça, c'est très clair. C'est aussi ça, le problème. Quand on regarde le parcours d'un arbitre, au-delà de l'arbitrage au niveau de ligue localement, les arbitres qu'on voit sur nos écrans qui sont la vitrine quelque part de l'arbitrage, tout le monde a envie d'être un arbitre international, d'arbitrer une équipe PSG ou autre. Mais pour cela, il va falloir accepter de quitter la Guadeloupe très jeune,
très jeune, presque avant 24-25 ans, si on veut espérer atteindre ce niveau-là. Alors on a envie de savoir, Florent Charin, vous resterez toujours dans le milieu du football, ou vous restez toujours dans le milieu du football, puisque vous êtes passionné? Alors la question reste vraiment pour moi aujourd'hui est-ce que je mets le football en parenthèse? C'est une vraie question. Pour le moment, je suis observateur de l'évolution, de la construction. D'accord. Si je ne souhaite pas arriver, j'ai une certaine idée du développement du sport, j'ai une certaine idée du management du sport, je regarde ce qui se fait. Si je constate que j'ai pas envie, je ne crois pas que j'ai la science, donc je ne vais pas imposer ou vouloir dire parce que ça ne va pas dans mon sens, je vais apporter quelque chose, je vais accepter ce que font les autres et puis je vais peut-être rester entre parenthèses. Oui, ben écoutez, alors il faut savoir que le nouveau président justement de cette commission régionale d'arbitrage, c'est M. Steve Szabo, que nous aurons l'occasion de recevoir sur le plateau de Canadis. Oui, parce que être nommé président, il faudrait tout de même qu'il donne un petit peu sa vision de l'arbitrage. Et certainement qu'il sera présent sur ce plateau, bien sûr, en compagnie du CTRA qui est là actuellement. Donc, deux fortes personnalités que nous aurons le plaisir de recevoir dans cette émission. Nous sommes quasiment au thème de cette émission. Eh bien, c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir. Mais on va faire la conclusion, malgré tout, avec une note d'optimisme, pourquoi pas... Oui, bien sûr. Mais en tout cas, au niveau de l'établissement, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse ouvrir les portes aux sportifs, qu'il puisse y avoir une activité, je dirais, de la population dans l'établissement, de façon à ce qu'on puisse désormais reprendre la vie un peu... dans les trois domaines, puisque je pense que le CREPS, on le remarque beaucoup comme un établissement de sportifs d'élite, mais on est aussi un établissement de santé, un établissement de bien-être. D'accord. Michael? Que le sport puisse reprendre. Et je voulais profiter de la présence de M. Couriol aussi pour le remercier, parce que le CREPS est partenaire du monde du foot, notamment pour la formation de nos jeunes, pour leur permettre de pouvoir en tout cas toucher du doigt leurs rêves. Et moi, en tant que président du stade, j'ai beaucoup travaillé avec le CREPS et les éducateurs du CREPS afin de pouvoir continuer à mettre des choses en place. Et mais un nous revoir sans revoir M. Charin, que j'ai connu sous le tard. Voilà. Florent Charin. Écoutez, sur l'aspect sportif, je pense on va tous rester optimistes et penser que le sport reprendra son rythme. Et pour ma part, je reste un sportif convaincu. Si j'ai laissé l'arbitrage sur le terrain, je profite pleinement de ce temps-là pour me donner à des activités, d'autres activités sportives qui sont tout aussi passionnantes. Donc j'espère aussi, honnêtement, que malgré tout, même si franchement, je fais un appel en tout cas à ceux qui sont dans l'arbitrage pour pouvoir ne pas aussi délaisser leur activité. Je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ont... Là aussi, le problème sanitaire, il y a beaucoup d'arbitres qui ne vont pas se renouveler. Juste avant que je termine ma mandature, j'étais dans une phase de reconstruction de l'arbitrage en misant sur les jeunes. Et je pense que cette vague de jeunes qui avaient déjà été mobilisés, j'espère qu'on pourra les garder et que la situation ne va pas tout détruire. Merci beaucoup, Florent Charin. Alors, Gaël, la conclusion rapidement? La conclusion pour moi, je reste très optimiste, encore une fois, sur la reprise du sport, en sachant que sur les dernières informations que j'ai eues par rapport au procès verbal du comité exécutif des 3F, il y avait une situation que j'entends pas souvent mentionner, que les clubs peuvent participer, peuvent jouer. C'est la situation 3 du procès verbal, que les clubs la rencontre peut se dérouler si les deux clubs sont d'accord sans passe sanitaire. Ça c'est quelque chose qui a été inscrit sur le procès verbal du 20 août. Donc l'optimisme est là. Il y a des options. Maintenant, reste à savoir comment exploiter ces situations, puisqu'ils ont laissé la porte ouverte, à moins qu'il y ait eu un autre procès verbal, mais sur le dernier que j'ai reçu, il y avait cette situation.
Parfait. Donc bon Parfait, courage à Gaël. tout le monde. Merci Et beaucoup, protégez-vous Gaël. surtout. Voilà. Steve. Ah, mais après tout ce que j'ai écouté, je reste optimiste, on va dire. Même si quelque part on perd un moment une période difficile et c'est surtout, je dis que la sécurité de tout à chacun est le plus important. Le football ou le sport, en quelque sorte, est un équilibre, mais c'est peut-être pas la priorité. Donc c'est avant tout qu'on puisse évoluer dans le positif et qu'on ait le moins de cas de Covid possible et qu'on puisse revivre normalement. Après, je pense qu'en second, tout est lié pour l'équilibre de chacun. Après, le plus difficile, c'est surtout pour les jeunes. Je leur dis de maintenir le cap, de continuer. Ça fait partie d'une épreuve qu'un sportif de haut niveau doit se confronter. Donc, c'est dans les moments difficiles qu'on se construit et ça fait partie des moments difficiles de ne pas lâcher et de continuer. Après, pour le football amateur, c'est la même chose. Hein, de dire de rester toujours sur ses gardes et prêt à rebondir, à repartir pour faire briller encore la Guadeloupe au plus haut niveau. Et bien sûr, dans notre championnat qu'on espère reprendre bientôt. Ok, Steve. Merci, voilà. merci Steve, merci Gaël, merci aussi tous ceux qui sont sur le plateau, Eddy Couriol, Michael Mirabli et Florent Charin. Merci, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.